Je souhaiterais que M. Margaria revienne un petit peu sur l'aspect formation initiale de l'ingénieur et quelle va être l'évolution de cette formation en prenant en compte les évolutions dont ont parlé les industriels qui sont intervenus précédemment. M. Margaria. Merci. Je voulais effectivement dire quelques mots des évolutions des contenus des enseignements de l'ensemble des grandes écoles, et ça s'applique aussi bien évidemment en bonne partie à la filière universitaire sur les 20-25 dernières années, en commençant par la formation initiale. Parce que la formation initiale des cadres supérieurs pour les entreprises reste bien entendu la vocation première des écoles d'ingénieurs, et elle est essentiellement fondée sur l'acquisition de connaissances scientifiques et techniques qui sont le substrat fondamental d'une formation d'ingénieur. Ceci étant dit, les élèves sont maintenant de plus en plus préparés à assumer tout type de fonctions en entreprise. Alors on va retrouver bien évidemment la recherche et le développement, on va retrouver la production, mais aussi le marketing, la gestion, la finance, le conseil. Et cela a amené à modifier assez fortement les contenus des enseignements et les contenus des méthodes délivrées aux étudiants. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne finalement les étudiants dans les grandes écoles de façon aussi précise et sur des critères aussi fondamentaux? C'est que ce que nous cherchons, ce sont des jeunes qui aient des grandes capacités de travail, d'excellentes facultés de mémorisation et d'abstraction, qui soient aptes à faire face à des situations de stress, et finalement qui aient les potentiels les plus aptes à l'exercice des hautes responsabilités que vont leur confier ensuite les entreprises. M. Gallois disait tout à l'heure que des ingénieurs avec 1 an d'ancienneté se retrouvent en situation de management d'équipe importante, une centaine de personnes. Cela demande des compétences particulières. À partir du moment où les écoles ont affaire à des publics, somme toute, relativement homogènes, eh bien la formation peut être très performante, et elle se déploie actuellement suivant 3 dimensions: les connaissances, les compétences et les attitudes. Les connaissances sont destinées à répondre à la variété des situations rencontrées à la vie en entreprise. Elles ont un caractère multidisciplinaire, et elles incluent largement une initiation aux sciences économiques et sociales, bien évidemment, qui sont les fondamentaux des choses à avoir en tête quand on est ingénieur en entreprise. Les compétences se définissent finalement par la façon de savoir utiliser ces connaissances dans une approche de type résolution de problèmes, qui me semble être l'une des caractéristiques fondamentales des différents métiers d'ingénieur. Enfin, les attitudes préparent l'élève à animer des équipes de taille importante, dans un contexte non seulement international, mais aussi et surtout multiculturel. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de savoir parler anglais. Je souscris bien évidemment totalement à cela. Je dirais que c'est totalement insuffisant. On peut négocier en anglais avec des Asiatiques. Si on n'a pas compris la façon dont sont câblés les Asiatiques, on va se retrouver très rapidement coincé. Un Coréen n'admettra jamais qu'il n'a pas compris ce que vous lui racontez. Il n'a pas la possibilité dans sa culture de se retrouver en défaillance par rapport à vous. Un Chinois va considérer que la véritable négociation du contrat commence au moment où le papier a été signé. Vous êtes content, vous avez fini, vous dites ça y est, c'est signé, c'est bon. Pas du tout. Pour lui, c'est là que les choses commencent. Et tout cela, bien évidemment, dépasse largement la capacité à parler anglais ou d'autres langues de nos ingénieurs. Au-delà de la formation initiale, parce que le monde est en évolution technologique et économique permanente et que la formation initiale classique ne suffit plus, le dispositif d'enseignement supérieur a imaginé plusieurs réponses aux besoins des entreprises et aux aspirations des apprenants. J'en citerai 2 ou 3. La formation par apprentissage, qui est fondée sur l'acquisition de connaissances en entreprise. Je crois qu'il faut clairement avoir en tête que de la formation par apprentissage, ce n'est en aucun cas le développement de périodes de stage d'application de connaissances en entreprise. C'est vraiment de l'acquisition de connaissances directement en situation professionnelle. D'autre part, cette situation particulière de l'apprenti, quand il est en école, enrichit non seulement sa formation, mais sa relation par rapport au corps enseignant.
Et ça, je crois que c'est un élément fondamental. On parlait en début de matinée des nécessités d'ascenseur social, et je crois que l'on peut noter que l'apprentissage est un élément important de l'ascenseur social. Le financement des études supérieures peut être un frein pour certaines catégories socio-professionnelles, et les enfants correspondants n'imaginent pas de se lancer dans des études longues, non seulement pour les problèmes de frais, mais aussi et surtout parce que il leur semble qu'ils ont besoin d'un parachute professionnalisant en cours de parcours, si par hasard le parcours n'allait pas jusqu'au bout. Et donc là, le fait d'être en entreprise leur permet d'imaginer ce parachute et donc d'être rassurés par l'apprentissage. On pourrait dire un mot aussi de la notion de formation tout au long de la vie, dans laquelle les grandes écoles se sont clairement orientées depuis maintenant un grand nombre d'années. Je crois que les grandes écoles offrent une biodiversité de situations et de statuts qui participent à un aménagement de territoire, non seulement en offre de formation, mais aussi en offre de recherche, et que cette diversité est source de créativité, de réactivité et d'enrichissement. Il me semble que cela légitime la nécessité pour le développement économique de la France d'une forte contribution de la recherche publique à des travaux utilisés par les entreprises. Je crois que la recherche se développe aujourd'hui grâce à des allers-retours incessants entre les acteurs économiques, les acteurs académiques d'une part, mais aussi entre la notion de recherche théorique et recherche applicative d'autre part. La plupart des problèmes scientifiques intéressants se situent actuellement aux frontières entre les champs disciplinaires et les ruptures technologiques émanent en général des enjeux sous-jacents à l'activité économique. Et donc il faut qu'il y ait ces relations entre le secteur privé et le secteur public en matière les acteurs socio-économiques et les acteurs académiques en matière de recherche d'une part, mais aussi cet aller-retour incessant entre théorie et application. Et puis je terminerai en donnant quelques mots sur la notion de formation par la recherche. Je crois que c'est au minimum un excellent antidote à la résolution de problèmes à solution unique. Finalement, le principal problème que l'on a dans les grandes écoles, c'est de réussir à faire comprendre aux étudiants qui sortent de vos classes que la vie réelle en entreprise, ce n'est pas chercher au travers d'un bon vieux problème à tiroir, comme nous savons tous les concevoir, quelle est la meilleure solution, la solution qui a déjà été découverte par d'autres sur un problème qui a été prémâché et prédigéré. Dans la vie réelle, les problèmes sont le plus souvent mal posés. Quand par ailleurs ils ont déjà été posés, ça veut dire, même s'ils ont été mal posés, ça veut dire qu'on a fait un grand pas en avant. Bien évidemment, la notion de meilleure solution n'existe pas. On est dans un niveau de complexité qui fait qu'on doit prendre en compte non seulement les aspects délais, les aspects coûts de réalisation, les attentes du client, le comportement des concurrents, le comportement des acteurs même au sein de l'entreprise, et tout ça fait que l'on arrive à une solution qui est peut-être la meilleure solution globale en termes d'optimisation, mais très rarement à la notion de meilleure solution technologique ou scientifique. Et ça, c'est un travail particulier qu'il faut faire avec les élèves. Ceci étant dit, Benoît Leguet tout à l'heure en introduction parlait de la formation pour la recherche qui est effectivement importante à l'école des mines de Paris, mais dans un très grand nombre des grandes écoles. Je crois que la formation pour la recherche, donc le doctorat, doit rester un choix individuel des étudiants. Par contre, la formation par la recherche, là, c'est un élément indiscutable de la formation dans l'ensemble de l'enseignement supérieur.